La situation politico-sécuritaire dans le Sahel continue d'inquiéter la communauté africaine. Les autorités maliennes de transition viennent d'annoncer le report des élections présidentielles. Pour en parler, nous recevons Aïdara Aïchata Sissé, membre du CNT au Mali. Madame Sissé, merci d'avoir répondu présente. Première question, les autorités de la transition au Mali ont annoncé le 25 septembre 2023 un report s'inédit de l'élection présidentielle prévue en février 2024. Un nouveau report aux engagements pris auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO inquiète plusieurs formations politiques du pays. Ont-ils raison de s'inquiéter et comment expliquez-vous ce report? Moi, je pense qu'il n'y a pas une raison objective de s'inquiéter, pour la simple raison que le référendum avait été reporté. On avait dit un léger glissement. Effectivement, à la surprise générale, ça a été même un très léger glissement. Donc, de la même façon, on peut faire confiance aux autorités pour leur bonne foi par rapport aux élections. Je le dis parce que je suis une femme politique et je viens de la région de Gao, précisément le cercle de Bourem, là où il y a eu les problèmes dernièrement. En tant que politique, moi je sais que c'est impossible pour moi de me rendre dans ma circonscription pour faire la campagne. Et c'est la même chose un peu partout, que ce soit au centre, que ce soit au nord, même au sud, dans certaines circonscriptions du sud. Ils ont mis en avant des problèmes techniques. Moi je ne suis pas technicienne en la matière, je ne peux pas juger de la technicité, de la façon de faire. Mais quand on entend les explications, effectivement, si les gens n'ont pas leur carte biométrique et qu'il y a des problèmes techniques, cela peut justifier le fait que les élections soient reportées. Mais pour moi, la raison la plus valable, c'est celle de l'insécurité qui a quand même franchi un pas. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Quels sont les objectifs de l'Alliance des États du Sahel, AES? Quels sont les défis de la nouvelle Alliance des États du Sahel? L'Alliance des États du Sahel, AES, signe-t-elle la mort définitive du G5 Sahel? Tout à fait. Déjà, le G5 Sahel, le Mali n'y est plus, depuis maintenant pratiquement 2 ans. Et le G5 Sahel n'était pas efficace au fait. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit combien les milliards sortent par jour. Mais pour le G5 Sahel, même le minimum n'y était pas. Et le Mali s'est senti à un moment donné orphelin parce qu'on était là sans être là. Et même au moment où on devait prendre la présidence, on nous le refuse. Et je crois que le G5 Sahel, dans la tête du Mali en tout cas, n'est plus là puisque nous, on n'y est plus. Et j'estime que ces pays-là qui ont signé l'Alliance Liptako Gourma, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et d'autres pays d'ailleurs doivent les rejoindre. Parce que l'insécurité aujourd'hui, c'est aux frontières, principalement au Sahel, c'est frontières Niger, Mali, Mauritanie. Donc pour survivre, on a l'obligation de nous mettre ensemble pour faire ce combat-là entre nos frontières. Donc je crois que globalement, quand vous faites les sondages ou bien vous regardez ces peuples-là, le peuple du Mali, le peuple du Niger, le peuple du Burkina, ils sont très heureux de cette alliance. Au fait, ce sont des peuples qui ont été toujours ensemble. Si on est ensemble, on est plus fort. À la tribune des Nations Unies, le 23 septembre 2023, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a dénoncé les ingérences des puissances qui facilitent les activités des groupes terroristes au Mali et au Sahel et a affirmé que le Mali a pris son destin en main. Que doit-on comprendre de ces déclarations? Si vous voyez bien ce que le président Diop a dit, c'est ce que les Maliens pensent. Et c'est ce qu'on ne peut pas penser autrement parce qu'ils étaient là. On était d'abord au nord. Et pendant que l'aménagement était là, Barkhane était là, tout ce monde-là était là. Du nord, on est venu au centre, après le centre progressivement vers le sud. Et la première grosse erreur qui nous fait croire qu'effectivement il y a des complicités avec la communauté internationale, c'est que quand la France est venue pour libérer le Mali, à Konna, après ils ont continué sur le nord, ils sont arrivés jusqu'à Gao et ils se sont arrêtés là. Donc ils n'ont pas continué sur Kidal. Si ce n'est pas de la complicité, qu'est-ce qui peut faire ça? Rien ne peut expliquer cela. Rien que cette raison suffit pour qu'on dise qu'il y a des complicités. Et à l'époque, nous, on avait crié. On a dit non, il faut continuer, il faut aller à Kidal. Mais on ne nous a pas écoutés. Ah non, 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 si on va là-bas, il y aura bain de sang. Mais pourquoi il n'y a pas eu bain de sang à Tombouctou, Gao, Mopti?
Ça veut dire qu'ils ont des arrière-pensées et c'est malheureusement cette malheureuse politique qui fait qu'aujourd'hui on en est là, qui fait le rejet pratiquement de cette communauté et principalement de la France. L'impopularité de la France au Mali en particulier et dans toute l'Afrique en général s'explique par leur comportement. Tout le problème qui est au Sahel aujourd'hui a commencé par le problème de la Libye. Le problème de la Libye a été orchestré par le président Sarkozy à l'époque qui était président de la France. Et il a parlé au nom de la France, on ne peut pas dissocier le président de la France de la France. Et malheureusement, à l'époque, je me rappelle que les chefs d'État, quelques-uns en tout cas, avaient fait le combat. Ils sont allés jusqu'en Libye pour faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas intérêt à faire ça. Parmi ces chefs d'État, il y avait le président Atete, il y avait le président Denis Sassou Nguesso, il y avait d'autres chefs d'État, il y avait le président Ouad. Ils ont tout fait pour que cette guerre ne se fasse pas, ils l'ont fait. Donc ce que moi je dis, en tant que politique, et aussi j'interpelle la société civile, je suis partante pour qu'un groupe se mette ensemble pour porter plainte contre la France, mais particulièrement contre le président Sarkozy, pour la situation dans laquelle il a mis le Mali et il a mis tout le Sahel. Sur le plan international, le ministre malien a réitéré sa solidarité et son soutien au peuple du Niger. Comment se porte la coopération entre le Mali et le Niger? La coopération est au beau fixe. Vous savez pourquoi le ministre a dit ça? Et vous savez pourquoi le peuple malien, il y a beaucoup de pays qui supportent le Niger, supportent le peuple nigérien. Il faut bien le préciser, le peuple nigérien. Le Mali soutient le peuple nigérien parce que ce que le peuple nigérien est en train de vivre, le Mali l'a vécu par les sanctions injustes de la CEDEAO. Et aujourd'hui, ils sont dans la même situation. Donc, le Mali est mieux placé pour comprendre la situation de détresse dans laquelle se trouvent les femmes, les enfants, les jeunes, le peuple nigérien. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème ou un coup d'État, ça réagit toujours, ça ressurgit toujours sur le peuple. Et le peuple n'a rien fait, le peuple n'a rien demandé. Au contraire, on doit soutenir le peuple pendant ces moments difficiles. Donc, le peuple nigérien a à ses côtés le peuple malien. On ne peut pas en douter. Et quand tu prends le Mali, je dirais à 100%, le peuple malien soutient le peuple nigérien et c'est ce que le président Diop a réitéré à la tribune des Nations Unies. En tant que femme, quel est le rôle que joue aujourd'hui la femme sur la scène politique malienne et quelles sont les stratégies que vous implémentez pour vous assurer une meilleure représentativité des femmes au sein des instances maliennes et garantir leur autonomisation? Oui, les femmes maliennes sont des battantes. Et je fais toujours référence à l'occupation du Mali en 2012. N'eût été les femmes, je crois que le Mali allait être encore occupé. Les femmes ont joué un rôle très important et elles continuent à jouer ce rôle. Chaque fois qu'il y a un problème, vous voyez que c'est toujours les femmes les premières à dire non. Elles crient, elles soutiennent les autorités, elles soutiennent les femmes, elles font des gestes de solidarité. Et le Mali a déjà signé, pas signé, voté à l'Assemblée nationale. À l'époque, j'étais la présidente du réseau des femmes parlementaires, la loi 052, qui oblige, en cas d'élection, qui oblige, même pas élection seulement, même dans les instances administratives, 50% de femmes ou d'hommes. Mais comme en général c'est toujours les hommes, on a l'impression que cette loi-là est seulement pour les femmes. Mais la loi est pour les femmes et les hommes, mais si on doit l'appliquer aujourd'hui, elle est applicable pour les femmes. Et on peut dire qu'au Mali, cette loi est applicable, je ne dirais pas à 100%, mais quand même, elle est applicable, je peux dire, jusqu'à 80%. Et à chaque fois qu'il y a eu des nominations où on n'a pas tenu compte de ces lois, les femmes ont tout de suite crié au scandale, elles ont fait tout de suite des déclarations, elles vont voir le Premier ministre, elles vont voir les autorités et en général, la semaine d'après, s'il y a des nominations, on corrige. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc les femmes maliennes sont engagées pour la paix, solidarité, action, entente, cohésion. C'est de cela que le Mali a besoin aujourd'hui pour s'en sortir. Quand un pays est en guerre, on doit laisser de côté tous les problèmes qu'on peut avoir, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit, on doit laisser tomber tout ce qu'il y a comme problème et nous dire qu'aujourd'hui, on doit se mettre ensemble derrière les FAMA, qui sont les militaires. Qui dit FAMA dit les autorités de la transition, ce sont eux qui sont là. Ils sont en train de se battre comme ils peuvent pour que le Mali soit. Et il faut reconnaître que quand même, les FAMA sont en train de monter en puissance et que quand vous regardez ce qui s'est passé à Bourem, vous avez vu comment ils ont géré le problème en moins de 24 heures. Moi, étant de Bourem, je sais ce que les militaires ont fait pour protéger les civils. Il y a eu certes des morts, je leur présente des condoléances, comme les condoléances à leurs familles, comme je présente les condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie, militaires et civils.
Mais n'eût été la vigilance des militaires et le combat que les femmes ont mené sur le terrain, je crois qu'on allait avoir la centaine de morts avec ce qui s'est passé après. Madame Cissé, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce programme s'achève, mais vous pouvez continuer de suivre l'actualité sur Africa 24 et africa24.com.